Donc, je voudrais vous remercier déjà de votre présence à ce webinaire. Je vous rappelle que c'est donc la 4e campagne de labellisation. La campagne 2024 a vu 78 entreprises se faire labelliser, dont 40 en premium. Il y en a eu 59 en 2023 et 28 en 2022. Parmi les labellisés, on remarque qu'il y a toutes les tailles d'entreprises, hein, puisqu'il y avait 32 entreprises de moins de 50 salariés et 46 de plus de 50 salariés. Je vais vous rappeler, dans un premier temps, le calendrier de cette édition 2025, donc cette 4e campagne de labellisation. Donc, dès demain, le formulaire d'inscription sera mis en ligne sur le site du label. On vous rappellera tout ça ultérieurement. Du 27 février au 30 mai, les entreprises pourront s'inscrire. Et comme elles auront un mois pour renseigner les indicateurs du référentiel, et comme on arrête au 30 mai, eh bien, la fin de la campagne se terminera le 30 juin 2025. Ensuite, viendra la période d'évaluation des entreprises en fonction effectivement de ce qu'elles auront pu inscrire sur les indicateurs sur le référentiel. Et puis, le 16 septembre 2025, il y aura le comité de labellisation. Et le 23 septembre, l'annonce des résultats de la campagne de labellisation 2025. Ensuite, au mois d'octobre, alors ça, c'est des dates prévisionnelles sous réserve, il y aura la remise des trophées qui, je le rappelle, concerne les 3 meilleures entreprises dans leur catégorie de taille et de métier. Alors aujourd'hui, nous aurons 4 intervenants. Nous débuterons par Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR, qui nous rappellera les raisons de l'engagement de la FNTR dans la construction de ce label, les travaux Equity Finance, les attendus du label. Ensuite, nous aurons Xavier Leroy et Salomé Martin, de l'agence de notation Equity Finance, qui nous présenteront déjà Equity-Finance et son expertise ESG. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un label ESG, comment il était construit, les processus d'évaluation et de labellisation, et puis éventuellement les évolutions 2025 du référentiel. Et puis nous terminerons par Camille Mikosi, qui vous rappellera les outils mis à disposition, les informations sur le site internet du label et les réseaux sociaux du label, le formulaire d'inscription et puis un rappel sur les trophées. Alors, à l'issue de ces présentations, nous aurons des échanges, des questions-réponses. Alors, si vous en avez au cours de la présentation, nous demandons de bien vouloir les inscrire sur le chat. Comme ça, nous pourrons déjà les prendre en priorité. Mais bien entendu, ensuite, la parole vous sera donnée. Alors, je vous propose de débuter par l'intervention de Florence Berthelot, à qui je laisse la parole. Eh bien, merci Rodolphe et bonjour à tous et merci de votre présence. Je voudrais juste rappeler dans quelles conditions, effectivement, il y a déjà quelques années, la FNTR a souhaité accompagner les entreprises dans un contexte d'accélération de la transition énergétique et surtout de la prise en compte croissante par les acteurs économiques et institutionnels de l'impact environnemental et sociétal du secteur du transport routier de marchandises et de la logistique. Alors, ce projet de labellisation ESG s'inscrit également dans un processus de revalorisation de l'image du secteur qui est accompagné de longue date par la communication de la FNTR. Alors, il existe un foisonnement d'initiatives, on le sait, c'est en général d'ailleurs là-dessus que les questions sont le plus souvent posées dans ce genre de webinaire, mais ces initiatives sont le plus souvent exogènes au secteur du transport routier de marchandises et à la logistique, visant à labelliser ou à certifier les entreprises qui sont ESG responsables. Donc, l'objectif de la fédération a été de créer et de mettre en œuvre un label transport et logistique responsable qui est propre au secteur, en s'appuyant bien sûr sur l'expertise d'Equifinance, qui est une agence d'analyse et de conseil extra-financier, et qui dispose à la fois d'une méthodologie adaptée aux ETP, PME, ETI, et d'un outil d'évaluation sur mesure. Alors, ce label, au départ, et toujours, a été créé pour promouvoir les pratiques durables et éthiques dans un secteur qui est essentiel à l'économie, mais fortement exposé aux défis environnementaux et sociaux. Donc, l'idée, c'est de voir aussi ce que font les entreprises et comment on valorise le fait qu'elles réduisent leur impact environnemental, comment on encourage des solutions de transport moins polluantes, comment on optimise les flux logistiques et valoriser les initiatives pour réduire les émissions de CO2. Comment on améliore les conditions sociales
favoriser le bien-être des salariés, des conditions de travail justes et des initiatives en faveur de la diversité et de l'inclusion. Et aussi comment on renforce la gouvernance responsable, comment les entreprises mettent en place des pratiques éthiques, une gestion transparente et des engagements responsables envers les parties prenantes. Alors, ce processus d'évaluation et de labellisation, il est élaboré à partir d'un référentiel maison qui est adapté aux enjeux ESG spécifiques du secteur du transport routier de marchandises et de la logistique. Il est conforme, pour sa reconnaissance, aux standards des agences d'évaluation ESG. Il permet d'identifier des indicateurs et des éléments, j'aime pas le terme de scoring, mais je vais l'employer, simples et transparents, et il est attesté par un tiers indépendant pour sécuriser le processus. Et surtout, je préfère le dire et insister à chaque fois, il est ouvert à toutes les entreprises du secteur et pas seulement à des adhérents de la FNTR. La propriété intellectuelle de la FNTR et d'Etifinance sur le référentiel est indiscutable, mais ce qui est important, c'est que ce label est vraiment ouvert à toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur taille, leur spécialité ou leurs adhésions ou non à une organisation professionnelle. Le tout doit promouvoir une approche innovante dans le secteur du transport routier de marchandises et de la logistique. D'abord parce que ça permet de sensibiliser les entreprises aux enjeux ESG et ça diffuse les meilleures pratiques. Ça permet aussi d'identifier et de mettre en valeur les entreprises ESG responsables. Et ça apporte une vraie valeur ajoutée aux entreprises engagées par une reconnaissance de leur environnement institutionnel et commercial. Alors, ce référentiel sur mesure a été développé entre l'AFNTR et Etifinance en choisissant des indicateurs reflétant les enjeux sectoriels, ESG, en établissant un mode de scoring ou de notation. Xavier, il faut changer ce terme, je n'y arrive pas, et en intégrant des modulations qui sont liées à la taille de l'entreprise, bien entendu, et au type d'activité de transport. Alors, ce label aussi compte de nombreux partenaires, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui sont membres du comité de labellisation et que je vais citer parce qu'il faut aussi les remercier. C'est l'AFT, l'AFTRAL, Arkea Bank, AXA, la Carcep Trev, Coste Fermont, Primagaz, Renault Trucks et depuis le 20 février, nous avons un nouveau partenaire qui est France Travail au terme d'une convention qu'on a signée la semaine dernière dans leurs locaux avec leur directeur général. Et donc maintenant, j'ai trop parlé, mais je cède la parole à Xavier Leroy, qui va vous présenter Etifinance et son expertise. Merci beaucoup, Florence. Effectivement, Etifinance, vous l'avez dit, est l'opérateur indépendant du label, c'est-à-dire que, en effet, depuis le début, nous avons mis notre expertise à la disposition de la profession avec deux objectifs. Un objectif méthodologique de construire un cadre d'évaluation qui soit adapté au secteur, mais également adapté à chacune des strates de taille d'entreprise, et ça c'est très important. Et puis le deuxième élément, c'est de pouvoir opérer en effet l'évaluation. On va pas parler de scoring, on va parler d'évaluation. L'évaluation extra-financière de ces différents acteurs pour leur permettre effectivement de se positionner sur une échelle de comparaison et de pouvoir bénéficier en fonction des résultats du label. Ça fait plus de 20 ans qu'Etifinance évalue des petites et des grandes entreprises, mais nous avons toujours eu depuis le début une méthodologie et une approche qui est particulièrement adaptée aux plus petites entreprises, y compris les toutes petites entreprises, considérant que le sujet extra-financier, qui est souvent vécu du fait de la réglementation comme une contrainte, c'est d'abord un élément de création de richesse, de valeur, un élément de réduction de risque d'activité et de risque financier, et que dès lors que, bien entendu, le cadre d'évaluation était adapté, le processus adapté, il pouvait être mis en œuvre pour des toutes petites entreprises jusqu'à des plus grosses, et forcément d'avoir quelque chose qui soit proportionné. C'est tout le travail d'Etifinance, historiquement, en tant qu'agence d'évaluation ou agence de notation extra-financière. C'est tout notre travail aussi de conseil pour permettre de mettre en œuvre les bons dispositifs. Et donc ce label, eh bien, nous avons retranscrit ce que nous avons appris depuis plus de 20 ans dans le domaine. Nous l'avons adapté sans renier les principes qui font je dirais, la rigueur de l'approche et sa solidité, mais nous l'avons adapté bien entendu au secteur et comme je l'ai dit, aux différentes strates de taille d'entreprise, avec un référentiel d'évaluation, un cadre d'évaluation
qui comprend des indicateurs à la fois standards, mais également des indicateurs, et on va le voir, qui sont adaptés au secteur, et au secteur au pluriel du transport. Nous avons ensuite regroupé ces indicateurs par thème et sous-thème pour évaluer, scorer, évaluer chacun des piliers, des sous-piliers permettant à l'entreprise de se mesurer, de mesurer son évaluation dans le temps, de mesurer sa performance par rapport à d'autres pairs du secteur, et ensuite de pouvoir obtenir une évaluation générale et ainsi pouvoir concourir, entre guillemets, à l'obtention du label. Ce système d'évaluation, il n'est pas subjectif, il est objectif dans le sens où la méthodologie est appliquée de façon systématique en fonction des éléments de réponse qui sont fournis, avec bien entendu un premier juge de paie qui est la capacité à fournir l'information permettant de répondre aux différents indicateurs et ainsi de pouvoir bénéficier de cette évaluation. Donc c'est quelque chose qui est objectif dans le sens où l'évaluation est appliquée, le cadre d'évaluation est le même pour les entreprises et encore une fois proportionné en tant que tel selon leur dimension. C'est donc un label, derrière ce label qui est forcément le couronnement de la démarche, c'est d'abord et avant tout, vous l'avez dit Florence, un cadre d'évaluation qui doit permettre aux entreprises de mesurer leur performance et de pouvoir déterminer des plans d'action, des plans d'amélioration, que ce soit sur le pilier social, point très important dans le dispositif, que ce soit sur la partie environnementale, que ce soit sur la partie gouvernance, et ainsi en faire aussi un point fort. Donc derrière ce label, qui est finalement un élément de mise en évidence, c'est d'abord, et ça doit être un outil de pilotage de la performance de l'entreprise, de sa performance extra-financière, mais dans performance extra-financière, il y a performance tout court. Je passe la parole à Salomé qui va vous décrire de façon beaucoup plus précise ce cadre d'évaluation. Merci Xavier, bonjour à tous. Donc dans le cadre de ces travaux et pour beaucoup mieux coller aux enjeux propres de la filière du transport et de la logistique, on a défini donc un référentiel qui est divisé selon une double segmentation. Une première segmentation liée à l'activité, donc selon que ce soit du transport, de la logistique, forte puissance ou transport et logistique. Donc on va retrouver des indicateurs communs à tous les secteurs d'activité, mais aussi des indicateurs propres. Et une seconde segmentation selon la taille des entreprises, où on a défini 5 seuils, donc selon supérieur à 500 salariés, supérieur à 250, inférieur à 250 salariés, inférieur à 50 et inférieur à 10, pour vraiment permettre de s'adresser à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, mais aussi de prendre en compte les enjeux ESG et les obligations réglementaires afférentes qui dépendent donc des tailles d'une entreprise. On a donc défini ces seuils légaux pour apprécier la maturité ESG des différentes entreprises, aussi bien au niveau des indicateurs, qui vont être communs selon la taille des entreprises, mais aussi des logiques de notation et d'évaluation qu'on va pouvoir définir au niveau de chaque indicateur. L'architecture est donc classique et reprend les 3 principales thématiques, environnement, social et gouvernance. Et un point important dans la structuration de ce référentiel a été au niveau des pondérations, puisqu'on avait la volonté avec la fédération de mettre les enjeux sociaux au même niveau que les enjeux environnementaux, raison pour laquelle on a défini le poids de 40% pour ces 2 piliers et 20% pour les enjeux relatifs à la gouvernance. Donc, dans le tableau, comme vous pouvez le voir, pour les entreprises de plus petite taille, on va avoir des indicateurs et des thématiques qui ne vont pas forcément s'activer puisqu'elles seront un peu moins matures que d'autres entreprises, notamment de plus de 250 salariés, par exemple, sur les enjeux de gouvernance. Si on poursuit sur la slide suivante avec Sandra, donc là, vous pouvez voir un exemple d'arborescence d'indicateurs et donc de questionnaires. Donc, comment s'organise notre évaluation? Donc, on commence par les indicateurs qui peuvent être présents ou non selon la taille et l'activité de l'entreprise candidate. Puis, nous les regroupons par sous-thème et par thème. Si l'on regarde par exemple le pilier social, on va avoir 4 grandes sous-thématiques, notamment la gestion des ressources humaines, le développement des compétences, l'égalité des chances ou encore les enjeux de santé-sécurité, qui sont composés d'indicateurs à chaque fois qui s'activent selon bien sûr l'entreprise candidate. Et dans certains cas, on va avoir des indicateurs qui vont être optionnels, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas forcément obligée de mettre en œuvre un certain nombre de choses.
alors que dans d'autres cas, elles seront soumises à des obligations réglementaires et par conséquent, on va devoir appréhender, selon la manière d'évaluer, les sous-thèmes et les indicateurs correspondants. Ensuite, on va avoir des consolidations afin de déterminer donc, des scores ESG, aussi bien par thème et sous-thème, comme a pu le dire Xavier, pour évaluer donc, la performance. Et cette note ESG va permettre de définir donc, le positionnement de l'entreprise, sa maturité, et selon la performance affichée, l'entreprise pourra prétendre à l'obtention du label. Avant de passer juste aux étapes de labellisation, on voulait faire un focus sur les évolutions du référentiel, puisque chaque année, nous procédons à une revue méthodologique des référentiels pour tenir compte de l'évolution des pratiques ESG des entreprises du secteur, intégrer certains enjeux afin de mieux coller, bien évidemment, à la maturité des enjeux du secteur et de la filière grâce à l'aide de la fédération, mais aussi prendre en compte l'évolution des réglementations. Et donc, cette année, on a notamment décidé avec la fédération d'ajouter un certain nombre d'indicateurs sur des enjeux environnementaux et sociaux qui n'étaient pas forcément captés avant, donc notamment sur l'optimisation du fret, les incivilités envers les conducteurs ou encore le traitement des réclamations clients. Donc enfin, on peut regarder les étapes de l'évaluation et notamment notre processus de labellisation qui commence par notamment la mise en ligne du formulaire donc, dès demain où l'entreprise va devoir compléter le formulaire de préinscription sur le site directement du label. À la suite de ça, nous allons, donc Etifinance, envoyer un bon de commande à l'entreprise qui devra nous être retourné, signé et complété pour valider l'inscription. Une fois l'inscription validée, nos analystes donc, vérifient l'éligibilité de l'entreprise au label, notamment via l'analyse de controverse sur laquelle nous allons revenir plus tard. Et ensuite, nous vous envoyons les identifiants pour que vous puissiez vous connecter à la plateforme pour saisir l'ensemble des données. Bien évidemment, donc l'entreprise dispose d'un mois pour compléter l'ensemble des informations, mais l'équipe OneTrack et notamment les analystes d'Etifinance se tiennent à disposition si jamais vous avez des questions sur aussi bien les indicateurs, les méthodologies ou sur le remplissage du questionnaire tout au long de cet exercice. Une fois que l'entreprise a fini de compléter l'ensemble des informations, s'agissant d'une évaluation déclarative, nous procédons donc à une vérification de cohérence des données qui vont être renseignées, qui peuvent donc donner lieu à des derniers échanges avec les entreprises pour avoir des informations complémentaires et ainsi finaliser l'évaluation. Et donc, une fois l'évaluation finalisée, les résultats obtenus et selon les seuils qui ont été définis pourront, le cas échéant, donc, permettre l'obtention du label, bien évidemment, sous validation du comité de labellisation. Sur la slide suivante, donc, par rapport aux années précédentes, on a changé de plateforme cette année. Donc, on voulait vous montrer la page d'accueil, notamment de cette nouvelle plateforme de collecte de données, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des informations utiles sur le label, notamment avec une présentation où vous retrouverez l'ensemble des plaquettes, la présentation du processus de labellisation et aussi un guide d'utilisation de la plateforme que vous retrouverez directement téléchargeable, mais bien évidemment, nos équipes se tiennent à disposition pour vous aider. Et vous avez sur votre droite le rappel de calendrier de début de campagne du comité de labellisation et de l'annonce des résultats et de la remise des trophées avec en dessous l'ensemble des liens utiles pour suivre notamment l'actualité du label. Concrètement, ensuite, comment et quelle notation obtenir pour obtenir le label. Donc, on a défini un seuil minimal au niveau de la note ESG pour obtenir ce label qui se décline donc en 2 niveaux de maturité puisqu'il y a une condition minimale de note également sur les piliers. Donc, pour obtenir ce label, il faut atteindre la notation ESG de 55 sur 100 au niveau de la performance ESG globale, tout secteur et toute taille confondue, avec une condition minimale de 40 sur 100 sur chacun des 3 piliers, donc aussi bien en environnement qu'en social que sur la thématique gouvernance. Et pour récompenser les entreprises les plus matures sur les enjeux ESG, nous avons créé un label
premium, avec là, par contre, une condition en fonction de la taille, selon les seuils qui sont définis, notamment pour les grandes entreprises, une note ESG de 75 sur 100, et pour les plus petites, donc avec un effectif inférieur à 50 salariés, une note minimale de 65 sur 100 pour obtenir le label premium. Cette notion d'affichage, donc justement ce label, est utile donc à plusieurs niveaux, puisqu'il permet donc de mesurer une évaluation continue pour ceux qui procèdent à l'exercice chaque année, votre performance, et aussi de voir et d'identifier les thématiques sur lesquelles l'entreprise peut progresser. Permet aussi de prévaloir in fine si, sous contrainte de respect des seuils bien évidemment, mais l'obtention in fine du label et d'être reconnu au niveau aussi bien de la profession et plus largement du secteur comme ayant mis en place des standards en matière de ESG, et aussi un élément vis-à-vis de vos salariés, de vos clients, que vous pouvez valoriser notamment sur les actions que vous allez pouvoir déployer au sein de vos entreprises. Et un point important qu'on souhaitait aussi souligner, c'était la non-intervention donc de la fédération dans le processus d'évaluation et d'obtention du label, puisque ce sont les analystes Etifinance qui réaliseront les évaluations, et seul le comité de labellisation se réunit à la fin de la campagne pour valider l'ensemble des résultats. Donc, si on revient ensuite sur le processus global d'évaluation, donc une fois la validation, enfin l'inscription validée, l'équipe Etifinance procède à une recherche et une analyse de controverse. Alors, une controverse, donc c'est toutes les informations négatives ou informations collectées, donc notamment dans la presse ou sur un certain nombre de supports externes et sur Internet, où les parties prenantes externes interpellent l'entreprise, notamment sur des enjeux de sociaux, environnementaux ou de gouvernance. Et nous analysons l'ensemble de ces informations pour identifier leur portée et leur niveau de sévérité. Et selon le processus du label, nous excluons systématiquement les controverses d'impact, de sévérité forte ou critique, puisqu'une entreprise ne pourrait pas concourir à l'obtention du label si elle ne réussit pas justement à régler ces problématiques importantes en matière extra-financière. Une fois qu'on a vérifié cette éligibilité et qu'aucune controverse forte ou critique n'a été identifiée, nous envoyons, donc on rentre dans la phase d'évaluation des entreprises, avec cette phase de remplissage du questionnaire sur notre plateforme. Et selon les résultats de l'évaluation, vous obtenez ou non le label selon les seuils qui auront été définis. Et si l'entreprise n'atteint pas forcément ces seuils, l'évaluation va quand même permettre de mesurer leur performance et d'identifier les axes d'amélioration ou de progrès qui pourraient être mis en place pour l'obtenir dans les prochaines années. Si en revanche les seuils sont atteints, pour concourir au label, ces entreprises et ces évaluations seront présentées au comité de labellisation pour valider l'ensemble des résultats avant l'envoi de ces derniers. Pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire sur le label. Merci Salomé. Du coup, revenir rapidement sur... donc là, vous avez à l'écran les prix qui s'affichent ainsi que le site du label et les réseaux sociaux. Donc, vous rappelez que plusieurs outils sont mis à disposition, aussi bien pour faire la promotion du label, mais ensuite pour promouvoir les labellisés et les partenaires. Et pour cela, fort des 4 dernières éditions, on a pu mettre en place différents outils. Alexandra, je te laisse rapidement les présenter. Alors oui, donc vous trouverez à disposition donc, le site du label qui a été mis en ligne l'année dernière, sur lequel vous retrouverez notamment le webinaire en replay, le support de présentation et une plaquette de présentation. Donc ça sera mis à jour dans la journée, donc vous pourrez le retrouver en fin de journée. Vous retrouvez également des témoignages de partenaires et de lauréats d'éditions précédentes. Donc c'est en cours. Donc vous les trouverez sur le site, mais également sur les réseaux sociaux du label tout au long des prochaines semaines. Je te laisse la parole, Camille. Merci.
Donc, à partir de demain, comme on a pu vous préciser, vous retrouverez donc le formulaire d'inscription directement sur la une du site du label. Vous avez le lien qui a été mis directement dans le chat. Il y a une grande communication donc, qui a déjà commencé et qui va continuer aujourd'hui et demain, notamment via la presse. On a énormément de retombées presse sur ce label, donc en amont de la période de labellisation. Et ensuite, quand on a les labellisés, nombreux sont ceux qui ont répondu à des interviews dans la presse. À l'issue donc de cette période d'inscription et de labellisation, comme Salomé a pu vous le présenter, il y a la remise des trophées. La remise des trophées donc concerne uniquement les meilleures entreprises de chacune des catégories. La première année, on a eu le plaisir de remettre les trophées à l'Assemblée nationale, plus 2 années de suite au ministère chargé des Transports. Pour l'année prochaine, on ne sait pas encore, enfin pour cette année, la fin de l'année, on ne sait pas encore la date exacte ni le lieu, mais en tout cas, ce sera, on l'espère, un lieu d'exception comme l'étaient les précédentes années. Voilà, rapidement, on va pouvoir ouvrir le chat. Si vous avez des questions, vous retrouvez l'onglet Conversation, c'est une petite bulle. Vous pouvez cliquer dessus et taper un message et on répondra à vos questions. Alors, nous avons une première question. Y a-t-il des liens qui sont faits avec les autres initiatives sectorielles, type Objectif CO2, FCOM ou le référentiel RSE en logistique? Je peux peut-être répondre, où effectivement, puisque nous sommes également porteurs, hein, dans le cadre de EVE, de la convention EVE et des dispositifs objectifs CO2 notamment, hein, puisqu'il y a aussi FCOM, ainsi de suite, et FRED 21 pour les chargeurs, où effectivement nous avons fait un lien, c'est-à-dire dans la partie environnement, hein, du label, il est bien entendu tenu compte déjà du parcours de l'entreprise dans d'autres dispositifs beaucoup plus restreints, hein, puisque objectif CO2, c'est la réduction des émissions, hein, et la partie label transport et logistique responsable, et sur sa partie environnementale est beaucoup plus large, mais bien entendu on en tient compte, hein, on tient tout à fait compte de ça. Alors j'ai vu également dans la question, je l'ai pas relu entièrement, mais on parle également de RSE. On fait aussi la part des choses entre une démarche, hein, parce que la RSE, c'est comme la qualité, c'est une démarche engagée par l'entreprise. Le label ESG est sur, effectivement, sur les performances extra-financières de l'entreprise et s'adresse, bien que, effectivement, comme le soulignait tout à l'heure Xavier Leroy, et de nombreux témoignages nous le confirment, d'entreprises qui ont été labellisées cette année, notamment l'impact que ça peut avoir au sein de l'entreprise d'avoir été labellisé, notamment auprès des collaborateurs, par exemple. Mais le label ESG s'adresse principalement aux parties prenantes de l'entreprise, à son environnement institutionnel, commercial, partenarial au sens large. Donc, il faut avoir une approche différente. Voilà, j'espère avoir répondu, mais je peux préciser si vous le souhaitez, ou voir Xavier reprendre la main, ou Salomé. Non, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des éléments complémentaires. Le label a sa propre structure et forcément, tout ce qui est de l'information par ailleurs nécessaire pour répondre à d'autres types de besoins, on pourrait mentionner aussi du EcoVadis ou que sais-je encore, c'est la même information en partie qui est reprise dans le cadre de la liste d'indicateurs du label. Donc, il y a un lien dans le sens où forcément, dès lors qu'une entreprise est capable de mobiliser de l'information pour répondre à telle ou telle initiative, elle va être capable de la même façon de remplir son questionnaire label. Après, l'utilisation n'est pas la même. Le label, il a cette utilisation interne qu'on vient de rementionner avec Rodolphe, et puis cette capacité aussi à pouvoir mesurer sa performance face aux autres et pouvoir être reconnu parmi les plus performants. Merci. Prochaine question. Bonjour, est-ce que la liste des indicateurs demandés est disponible quelque part avant de s'inscrire?
Je vais commencer la réponse. Non, bien évidemment. Alors c'est la question qu'on a. Alors généralement on l'a pas à l'oral, on l'a à l'écrit. On reçoit beaucoup de mails nous demandant, avant de s'engager, est-ce que je peux avoir le référentiel correspondant à ma taille d'entreprise et à mon activité? Comme ça, je regarde si finalement je vais postuler ou pas. Non, c'est pas le cas. C'est une fois qu'on s'inscrit et qu'on a, alors on passe les controverses, ainsi de suite, et qu'on reçoit ces codes pour pouvoir aller sur la plateforme, qu'on découvre le référentiel. Alors, comme le soulignait à juste titre Salomé, lorsque vous êtes évalué, vous obtenez ou pas le label. Si vous ne l'obtenez pas, de toute façon, vous avez une analyse de vos résultats, ce qui vous permet, et c'est souvent le cas, on l'a eu encore cette année, on l'a eu l'année précédente, des entreprises qui avaient échoué sont revenues beaucoup plus armées l'année suivante parce que justement cette évaluation leur a permis de voir où elles avaient quelques insuffisances et ont pu les corriger et donc ont obtenu le label, et parfois le label premium, voire même un trophée en étant les meilleurs de leur catégorie. Donc en fait non, on ne divulgue pas le référentiel en amont de l'évaluation. Merci. Merci. Bonjour, y a-t-il un audit physique ou juste une auto-évaluation une fois par an? Je peux prendre, il n'y a pas d'audit physique, c'est un questionnaire qui est fait à distance. Il y a une vérification des données de cohérence qui est faite avec, le cas échéant, des demandes d'informations complémentaires faites par les analystes d'Etiffinance. Donc, ce n'est pas un processus déshumanisé, hein, c'est fait avec des analystes qui reprennent en main ensuite les questionnaires et vérifient l'application de la méthodologie sur la base de données, le cas échéant, qui peuvent être vérifiées. L'audit physique, vous avez vu les tarifs. Je tiens à souligner que nous n'avons pas bougé nos tarifs parce que nous considérons cette initiative comme une initiative de nature à faire progresser la RSE et les performances ESG. Compte tenu des tarifs, bien entendu, on est sur des tarifs qui correspondent à des évaluations qui sont faites sur des bases de questionnaires. Mais pour tous ceux qui le voudraient, on peut bien entendu faire des évaluations beaucoup plus profondes. Merci. Le label concerne-t-il uniquement la France? Alors, je vais me lancer. Oui, il concerne uniquement la France, puisque de toute façon, dans un premier temps, alors premier point de la réponse, puisque nous allons au-delà des obligations légales et réglementaires dans les différents piliers, hein, des obligations réglementaires françaises, législatives réglementaires françaises, et que par ailleurs, l'ensemble du référentiel est bien basé sur des exigences qu'on pourrait avoir au niveau français. Alors, bien entendu, il y a aussi la référence, mais là, je passerai la parole à Etiffinance, puisqu'on a renforcé le référentiel sur les plus de 500 l'année dernière pour justement être préparé, entre guillemets, les entreprises à la CSRD. Donc, il y a cet aspect transposition européenne. Et puis, nous avons été interrogés et nous avons participé à des réunions avec l'IRU, hein, parce que effectivement, cette initiative française était à considérer au sein des autres pays européens, parce qu'il n'existait rien d'équivalent. Et voulait savoir de quelle manière on l'avait monté. Mais pour le moment, il n'y a qu'une reconnaissance française. Voilà. Ce qu'on peut ajouter, c'est, mis à part peut-être quelques questions qui font référence à des aspects spécifiquement français, mais c'est à la marge. De toute façon, le cadre d'évaluation pourrait être sans aucune difficulté européanisé. C'est d'ailleurs le sens de nos travaux chez Etiffinance, où nous avons généralement des cadres qui sont soit conformes à des dimensions européennes ou des dimensions mondiales. Donc, en tout cas, le pas à franchir serait, du point de vue de l'évaluation, extrêmement léger. Alors, une autre question. Pour un groupe composé de plusieurs sociétés, dont une partie hors France, l'évaluation ne concernerait que la partie française, ou faudrait-il faire une évaluation par société? C'est-à-dire comment on procède, Salomé, aujourd'hui?
Bah là, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, et Julie, corrige-moi si je me trompe, on regarde tout le groupe. C'est consolidé. C'est vraiment consolidé. Donc uniquement au niveau de l'ensemble du groupe avec l'ensemble des sociétés. Après, s'il y a des niveaux de maturité qui sont différents entre les sociétés, certaines entreprises préfèrent inscrire individuellement chaque entité. Donc, c'est au choix, finalement, de ceux qui s'inscrivent. Mm. Mais je parle également sous le contrôle de Rodolphe, de faire labelliser soit une entité du groupe, soit le groupe, dès lors, bien entendu, que son activité essentielle correspond à l'objectif du label. C'est exactement ça. On a eu les deux cas où effectivement il y a une demande de groupe où on a effectivement un souhait des dirigeants de labelliser le groupe ou certaines entités du groupe seulement. Voilà. Merci. On va peut-être attendre une minute ou deux si d'autres questions. Je vais prendre un exemple tout simple, puisque voilà, prendre un groupe au hasard, Samat, c'est Samat qui est labellisé. C'est pas une ou deux entités du groupe, c'est le groupe Samat. Voilà. Nous avons une autre question. Combien de temps nécessite en moyenne l'obtention du label? On va peut-être distinguer ce qui est du label de ce qui est de l'évaluation. Donc, nous, on va répondre sur la partie évaluation, puis après, on parlera du processus label. Oui. Donc, sur la partie évaluation, on accorde 1 mois environ pour compléter le questionnaire. Bien évidemment, si besoin, on peut aller jusqu'à 1 mois et demi de façon exceptionnelle. Ensuite, la revue méthodologique et de cohérence peut entraîner peut-être 1 ou 2 semaines, 10 jours de plus pour compléter et finaliser l'évaluation. Donc, je dirais au maximum 2 mois. Donc ça, c'est sur la partie évaluation. Et puis, une fois que tout a été évalué, nous préparons l'ensemble de l'évaluation pour, et là, je vais repasser peut-être la parole à Rodolphe, nous passons devant le comité du label. Oui, et je dirais que ce qui est important, c'est qu'effectivement, on laisse 1 mois, voire de manière exceptionnelle 1 mois et demi à l'entreprise pour renseigner le référentiel qui est adapté à sa taille, mais ce n'est pas 1 mois de travail H24. C'est-à-dire qu'elle peut s'y mettre, s'y remettre, aller chercher, à la recherche des différentes informations nécessaires pour le référentiel, voire même avoir plusieurs personnes qui travaillent en fonction, si l'entreprise est un peu plus importante et structurée, eh bien, il y a toute la partie environnement, ils ont peut-être un responsable du développement durable ou RSE, ainsi de suite. La partie sociale, également une autre personne. Donc, c'est 1 mois pour renseigner l'ensemble des indicateurs, essayer de rassembler les informations et de répondre aux indicateurs. Alors, bien évidemment, on essaye, effectivement, si on arrête le 30 juin, on va laisser et comme il y a parfois des échanges ultérieurs avec l'entreprise, eh bien, on laisse ensuite à Etifinance le soin de l'évaluation au cours des mois d'été. Et puis, on fait ce comité de labellisation en septembre qui permet à Etifinance de venir présenter les résultats et de les faire valider par le comité de labellisation. Donc, voilà, c'est un temps qui peut paraître long pour l'entreprise lorsqu'elle s'est inscrite, par exemple, si elle s'inscrit demain, elle aura ses résultats seulement le 23 septembre prochain. Une autre question, les indicateurs à communiquer sont ceux de l'année 2024? Point d'interrogation. Alors oui, dans le cadre de cette 4e édition, nous évaluerons donc l'année 2023 et 2024, puisque certains indicateurs vont nécessiter d'avoir l'année antérieure pour des éléments de tendance. Donc c'est vraiment les deux années. Donc c'est 23 et 24.
en sachant que pour ceux qui ont concouru, ils vont retrouver l'essentiel des indicateurs communiqués en 23, modulo ceux qui ont été rajoutés ou modifiés. Je le rappelle, il y a une évaluation méthodologique du cadre d'évaluation qui est fait chaque année, avec notamment la FNTR du point de vue, je dirais, métier. Et puis nous avons notre propre travaux méthodologiques de suivi de la réglementation, de suivi des pratiques. De façon générale, ce qu'on peut dire, c'est comme les pratiques évoluent, pour rester discriminant, il faut durcir, entre guillemets, le questionnaire année après année pour bien saisir les aspects de maturité. Donc, un exercice qui reprend 23-24 avec l'essentiel des données 23 qui ont été communiquées par ceux qui ont participé l'année dernière. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Sachant que sur le site internet du label, vous retrouvez énormément d'informations et comme le disait Alexandra, vous retrouverez dès demain le replay de ce webinaire et différentes informations. Et il y a une adresse contact également si jamais vous aviez des questions plus précises après ce webinaire. Oui, c'est ce que j'allais préciser, Camille, c'est que si jamais une question vous venait ultérieurement, il y a une adresse mail spécifique au label et on tentera de répondre à toutes les questions qui nous parviendront. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc nous allons conclure ce webinaire, donc je rappelle, sera mis en ligne. Je vais laisser la parole à Florence Berthelot si elle souhaite conclure. Eh bien, écoutez, je tiens à vous remercier tous de votre participation. On est très, très contents, en tout cas, nous, de faire cette 4e année du label. Je remercie toute l'équipe d'Etifinance pour sa proactivité. On travaille très bien ensemble et on souhaite qu'il y ait beaucoup de succès autour de ce label. Et bien entendu, comme il a été dit, on se tient à votre disposition s'il y avait des questions complémentaires après ce webinaire. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.